À travers les différentes époques et civilisations, on retrouve de très nombreuses histoires ayant pour protagoniste principale des femmes revenues d'outre-tombe sous forme d'esprits ou de fantômes. En France, ce sont surtout les dames blanches. Aux États-Unis, la tendance est plutôt aux autostoppeuses fantômes. Au Japon, les yurei. Quant aux pays d'origine celtique, comme l'Irlande, elles se concentrent surtout sur les lavandières de nuit. Mais celle qui nous intéresse aujourd'hui semble être présente dans toute l'Amérique latine et serait apparue pour la première fois au Mexique. On vous présente la Llorona. Prêt à découvrir sa légende? Alors c'est parti pour un peu de culture. Comme vous l'aurez compris, la Llorona est un spectre, et bien que son histoire varie en fonction des pays, elle est présente un peu partout en Amérique du Sud. La Llorona signifie littéralement la pleureuse, mais on traduit plus volontairement la Llorona par la femme qui pleure. Et si elle pleure, c'est qu'il y a une bonne raison. Selon la légende, la Llorona serait une âme en peine qui erre la nuit à la recherche de ses enfants qu'elle aurait perdus ou tués. D'après ce que l'on sait, son histoire serait née au Mexique, et plus précisément dans la ville de Mexico, qui s'appelait alors México Tenochtitlan. La version la plus populaire de l'histoire de la Llorona est celle d'une femme autochtone séduite par un conquistador espagnol. Nous sommes donc au XVIe siècle. Le couple aurait donné naissance à 3 enfants, mais cette relation n'avait rien d'officiel et lorsque la femme demanda son officialisation, l'homme prit ses distances jusqu'à la quitter pour se marier avec une Espagnole de haut rang. Lorsque la femme apprit la nouvelle, elle fut submergée par le chagrin. Totalement désespérée par la situation, elle décida de noyer ses enfants avant de se suicider. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on commença à entendre des lamentations près du lac où elle aurait perdu la vie. On dit également que les habitants commencèrent à fermer leurs portes et leurs fenêtres de peur de la Llorona, car elle se serait souvent présentée en pleurs dans les rues de la ville. La légende raconte que les soirs de pleine lune permettraient de voir la silhouette d'une femme vêtue de blanc, portant un voile sur le visage. Elle déambulerait un temps avant de s'arrêter sur la grande Plaza Mayor, connue aujourd'hui comme la Plaza de la Constitución, pour s'agenouiller et tourner son regard vers l'est. Une fois ce rituel accompli, elle reprendrait la direction du lac Texcoco pour disparaître. On dit également que les plus téméraires qui osent approcher la Llorona lorsqu'elle est de sortie s'exposent à des révélations effrayantes de la part de cette dernière qui les hanterait toute leur vie. S'approcher d'elle dans le pire des cas pourrait également vous mener à la mort. Évidemment, si l'on fait attention aux détails de cette histoire, on remarque que la légende commence avec un conquistador et une autochtone. Par conséquent, il faudrait partir du principe que cette fameuse pleureuse est arrivée grâce ou à cause des Espagnols. En fait, on tend plutôt à croire qu'il s'agit d'une légende qui a évolué. Beaucoup d'historiens pensent que l'histoire de la Llorona pourrait être reliée aux premiers habitants de Mexico. Dans les mythologies précolombiennes, on trouve de nombreuses histoires qui auraient pu évoluer avec l'influence hispanique, mais une en particulier semble se rapprocher de celle de la Llorona. Il s'agit d'une légende qui concerne la déesse Cihuacoatl. Celle-ci serait la partenaire du fameux serpent à plumes Quetzalcoatl. D'ailleurs, son nom signifierait femme serpent ou épouse serpent. C'est d'ailleurs elle qui aurait mis en terre les os que Quetzalcoatl a ramenés de Mictlán, le monde souterrain de la mythologie mexicaine, ce qui aurait permis de créer l'humanité. À ce titre, elle est considérée comme la mère de tous les êtres humains. Elle est également vue comme la déesse des femmes mortes en couches, mais aussi comme une guerrière protectrice des guerriers. Bref, on raconte que cette déesse serait apparue au peuple mexicatal en poussant un cri tellement aigu qu'il ressemblait à un cri de douleur. Ce dernier serait sorti du lac Texcoco pour aller rebondir sur les montagnes jusqu'à atteindre les temples placés sur les hauteurs. C'est dans l'un de ces temples tournés vers l'est qu'elle serait apparue sous la forme d'une silhouette blanche dont les cheveux noirs formaient 2 petits ergots sur le front. Elle portait sur sa tête un tissu blanc qui reflétait les rayons de la pleine lune. C'est là qu'elle aurait annoncé la fin du peuple indigène à travers des cris de lamentation. Hijos míos, queridos hijos, su destrucción está cerca. ¿A dónde iréis? ¿A dónde os podré llevar para que te escapéis a tan funesto destino? Hijos míos, estáis a punto de perderte. Cette apparition de la déesse aurait été prédite dans le codex Aubin et serait le 6e signe de la fin des Mexicatl. Et si elle est apparue dans un temple tourné vers l'est, c'est justement parce que la fin de cette civilisation devait venir de l'est. Quand les Espagnols sont arrivés et que la conquista a commencé, selon les chroniqueurs de l'époque,
une femme aux cheveux noirs vêtue de blanc serait apparue près de la capitale de la Nouvelle-Espagne en criant et s'arrêtant devant les croix, les cimetières, les temples ou tout autre symbole de cette nouvelle religion qui s'imposait. À chaque fois, l'on aurait entendu des cris plaintifs disant « ¡Ay, hijos míos! ¡Ay !» Cette histoire, comme toutes celles que l'on suppose être à l'origine du mythe de la Llorona, implique des déesses. Et pour ne rien vous cacher, des déesses liées de près ou de loin à la mort. Ce détail les classait souvent aux yeux des catholiques comme des êtres démoniaques, et donc diabolisés par les représentants de l'Église. Si l'on reprend les deux histoires, on peut constater de nombreux points communs. La Llorona et la déesse semblent toutes deux être liées au lac Texcoco. De plus, elles pleurent toutes deux leurs enfants disparus, et ont toutes deux le regard tourné vers l'est. Dans le cas de Cihuacoatl, on comprend très bien l'idée de l'envahisseur venant de l'est. Par contre, pour la Llorona, a priori, il n'y a pas d'explication. Enfin ça, c'est au premier abord. La Llorona regarderait vers l'est car son amour serait retourné en Espagne. Cependant, on peut très bien imaginer que la Llorona regarde vers cette direction car elle a peur que l'âme de ses enfants ait suivi leur père, ce qui la rendrait encore plus triste. La Llorona et la déesse semblent bien être liées par une histoire commune qui a évolué. De plus, ce sont bien les rumeurs et les légendes autour de cette fameuse femme fantomatique qui apparaîtrait aux habitants de México Tenochtitlan, qui a imposé aux Espagnols de mettre en place un couvre-feu afin que les habitants de la ville ne s'approchent pas de ce démon qui pourrait les rendre fous ou les tuer. Au-delà de la légende de la déesse Cihuacoatl, c'est à partir de l'histoire d'une femme bien humaine que celle de la Llorona aurait pu se déformer. Pour bien comprendre ce qui ressemble à un point de croisement à l'origine de la Llorona, il faut que je vous parle d'abord de la Malinche, ou plus sobrement la Doña Marina, telle qu'elle fut baptisée. La Malinche est une jeune femme qui aurait été donnée aux Espagnols lors des premières conquêtes du Mexique. Native du sud de ce pays, elle aurait été l'interprète des conquistadors lors de la colonisation du Mexique. Son utilité et sa beauté auraient séduit Hernán Cortés, menant ainsi à la conception d'un enfant illégitime. Était-elle consentante? Ça, l'histoire ne le dit pas. De la même façon, on sait qu'elle fut par la suite mariée à un riche conquistador, compagnon de Cortés, dont elle eut une fille. C'est quelques années après, vers les années 1520-1530, que la Malinche serait morte. Et j'ai bien dit serait morte, car pour l'histoire avec un grand H, nous n'avons à l'heure actuelle aucune information, ni sur la date, ni sur les circonstances de sa mort. Elle a tout simplement disparu de la circulation. L'histoire de la Malinche aurait donc pu se mélanger aux histoires déjà existantes sur la déesse Cihuacoatl. Certains spécialistes pensent qu'au vu de l'image de traîtresse qu'elle renvoie encore aujourd'hui, certaines rumeurs comme « Dieu l'a maudit pour avoir trahi les siens en la laissant errer sur terre » aurait pu être un premier facteur de mélange à la création de la Llorona. Si l'on extrapole, on peut très bien imaginer que sa disparition de l'histoire avec un grand H serait liée à la venue au monde d'un troisième enfant, possiblement mort à la naissance en même temps que la Malinche s'éteignait. D'autres pensent tout simplement que l'histoire de ces trois enfants serait une référence à la Trinité. Mais tout ça reste théorique. Ce qui est sûr, c'est que l'histoire de la Llorona met en avant ce métissage, parfois voulu, parfois forcé, mais très souvent non assumé par les conquistadors, voire même par les natifs du Mexique. Au-delà de ce pays, il existe de nombreuses croyances sur la Llorona dans presque toute l'Amérique latine. Preuve que l'histoire s'est bien répandue. Et peut-être même s'est-elle répandue en même temps que les Espagnols continuaient à envahir les terres d'Amérique du Sud. Voici quelques exemples de pays avec leurs petites variantes. Au Guatemala, la Llorona est une femme métissée au statut social élevé. Dans ce pays, on pense même qu'elle se nomme Maria. Petit aparté sur le fait que la Llorona s'appelle Maria. C'est une preuve énorme de l'influence chrétienne dans cette histoire. Mais bon, reprenons. Maria aurait eu une aventure extra-conjugale alors que son mari était en voyage. De cet adultère aurait découlé une grossesse. La culpabilité la poussa à noyer son nourrisson et son mari, lui, n'en sut jamais rien. À la mort de Maria, Dieu la condamna à errer sur terre à la recherche de son enfant. D'ailleurs, au Guatemala, certains disent qu'elle aurait une tête de cheval. Il s'agit en fait d'un mix de folklore. La Llorona et la Ciguanaba auraient souvent été comparées et mélangées. Au Costa Rica, on pense que la Llorona a pris la place de légendes plus anciennes, comme Huiquela ou Sacabiali, qui sont des esprits de femmes en pleurs qui parcourent les forêts. D'une manière générale, la légende raconte qu'une autochtone, fille d'un roi d'une ethnie locale, serait tombée amoureuse d'un conquistador espagnol.
Ce sentiment étant réciproque, l'homme aurait fait sa demande auprès du père. Cependant, elle était déjà promise à un autre roi. Mais les amants se retrouvaient régulièrement et en secret au sommet d'une cascade. Finalement, elle tomba enceinte et mena son fils à terme. Évidemment, ils ne purent cacher l'enfant aux yeux du roi très longtemps. Ce dernier décida de défier l'Espagnol et quand sa fille apprit la nouvelle, elle alla immédiatement rejoindre son bien-aimé pour tenter une réconciliation. Cependant le roi kidnappa l'enfant et décida de le jeter du haut de la cascade. Lorsque la fille eut vent de l'acte abominable de son père, elle apprit également que celui-ci l'avait maudit en la condamnant à errer sur les rives en contrebas à la recherche de l'âme de son enfant. Ah, la famille! Depuis, les voyageurs se promenant près de cette rivière disent entendre régulièrement des sanglots. En Équateur, on dit que la Llorona serait une femme avec un enfant que son mari aurait abandonné. Devenue folle à la suite de cette séparation, elle aurait noyé son petit dans la rivière. Prise de remords, elle retourna là où elle l'avait laissé, mais évidemment retrouva son petit mort. Cependant, un détail aurait sauté aux yeux de la Llorona. Le petit doigt de la main de son enfant mort aurait disparu. Elle aurait alors décidé de se suicider en se jetant à l'eau. Dès lors, on raconte que la Llorona apparaît sur les berges de la rivière, en pleurs, et qu'elle coupe le petit doigt à tous ceux qui croisent son regard. Et si par malheur vous avez avec vous un bébé, elle le noie et se met à pleurer pour lui. En Colombie, son histoire est essentiellement la même qu'au Mexique. La vraie différence est sur la description qu'on en fait. Pour les Colombiens, la Llorona serait un fantôme qui parcourt les montagnes, les vallées, les rivières ou encore les lagons, vêtu d'un manteau blanc qui lui arrive jusqu'au talon. Selon les régions, elle aurait les cheveux noirs, bruns, dorés ou encore argentés, mais toujours bouclés. On dit aussi que dans ses cheveux, on peut apercevoir des grillons, des lucioles ou encore des papillons. Elle n'aurait pas de visage, mais un crâne avec les deux orbites qui contiendraient des boules incandescentes. À l'époque, je savais pas ce que ça voulait dire, incandescente. Maintenant, vous savez? Bah, je l'ai su à une époque, mais maintenant, non. De plus, elle bercerait continuellement un enfant mort avec ses bras osseux. Et lorsqu'elle pleure, des larmes de sang couleraient sur son visage à nu. En soi, une véritable vision d'horreur. Voilà, ce ne sont que quelques descriptions et histoires concernant la Llorona. Il en reste encore des dizaines selon les pays ou les régions. Ce qui est sûr, c'est que dans tous ces pays, la Llorona est une véritable entité ancrée dans l'inconscient collectif et servant majoritairement aux parents pour convaincre les enfants de ne pas rester trop tard le soir dehors. En gros, quelque chose comme « Si tu rentres pas à l'heure, la Llorona te capturera. Attention, j'appelle la Llorona !» Oh, ok. En Europe, la Llorona est une figure du paranormal très peu connue, bien que certains la rapprochent de la Dame Blanche, même si les histoires et le type d'apparition sont clairement différentes. D'ailleurs, les histoires de Dame Blanche ont plutôt tendance à parler d'amour perdu, alors que toutes les Lloronas ont tout un lien avec les enfants. Et vu qu'on parle de cette comparaison, quand nous avons vu l'affiche du film The Curse of La Llorona sorti en 2019, qui a été traduit en français par La Malédiction de la Dame Blanche, on a été un peu choqués. Alors évidemment, on comprend très bien que Warner ait voulu attirer le plus grand nombre en remplaçant le nom de La Llorona par quelque chose qui évoquait plutôt les histoires de nos régions. Mais franchement, comment voulez-vous que les gens s'intéressent un minimum à la culture occulte si on commence à mélanger les entités clairement différenciées? Pour le coup, la traduction québécoise du film par La Malédiction de la Llorona est vachement plus respectueuse. Et franchement, je trouve qu'elle interpelle beaucoup plus. On n'a pas l'impression d'une énième histoire de Dame Blanche. Au-delà de ce film, qui a d'ailleurs été relié au Conjuring Universe, ce n'est pas la première fois que la Llorona est adaptée sur grand écran, loin de là. Sa première apparition au cinéma, c'est en 1933 dans un film d'horreur mexicain réalisé par Ramón Peón et sobrement appelé La Llorona. Par la suite, elle apparaîtra dans de nombreux films mexicains, pas forcément connus en France, comme La Llorona en 1960 ou encore Kilómetro 31 en 2005. Côté série, La Llorona est apparue dans Supernatural ou encore dans Grimm, pour ne citer que les plus connus. En musique, on trouve une chanson folklorique qui parle de la Llorona et qui a été reprise et réadaptée par de nombreux artistes. Évidemment, une reprise a même été faite pour le film d'animation Coco qui se passe au Mexique. Et on la trouve même en version métal par El Cuervo de Po. Je vous mets le lien ici
et en description au cas où. Au-delà de cette chanson folklorique, on trouve évidemment de nombreux titres parlant ou évoquant un minimum la Llorona. Et forcément, on la retrouve dans de nombreux livres mexicains, qu'il s'agisse de nouvelles, de recueils ou encore de contes. Voilà, on espère vous avoir fait découvrir cette légende, ou au minimum vous avoir fait découvrir 2-3 choses dessus. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook. Et si vous voulez soutenir la chaîne rien qu'en regardant des pubs, on vous donne rendez-vous sur Utip et sur Tipeee. Quant à nous, on vous donne rendez-vous très vite Pour un nouveau moment de culture. Ouais, alors en fait, ça c'est ma phrase à la base. A très vite pour un nouveau moment de culture. D'où tu refais la fin.